Allez, on plonge directement dans ce décryptage d'une relation qui nous concerne tous. Cette dynamique complexe, vertigineuse et, avouons-le, souvent frustrante entre notre esprit et notre corps physique. Imaginez un instant ce que ça signifie de vivre 24 heures sur 24 avec un inconnu. Un inconnu qui dicte vos humeurs, qui réclame constamment de l'attention et qui juge vos décisions avant même qu'elles ne soient prises. Bref, c'est exactement ce que nous allons décortiquer aujourd'hui en croisant les intuitions de la philosophie classique et les découvertes des neurosciences modernes. Vous savez, quand on se regarde dans le miroir le matin, il y a souvent ce petit moment de flottement, ce léger vertige. C'est la réalisation frappante que ce visage, avec toutes ses réalités purement physiques, les pores, les cernes de la veille, les petites imperfections, semble avoir une vie bien à lui. Ce n'est pas juste une enveloppe inerte, c'est un véritable colocataire. Et la plupart du temps, ce colocataire prend une place énorme et impose ses propres règles sans jamais nous demander notre avis. Première partie, l'étranger dans le miroir. Pendant des siècles, la vision classique a un peu idéalisé les choses. On percevait le corps comme un simple véhicule télécommandé ou au mieux comme un temple docile. Mais le philosophe Arthur Schopenhauer est arrivé avec une réalité beaucoup plus brute et honnêtement beaucoup plus proche de notre quotidien. Pour lui, le corps est une force écrasante, animée par ce qu'il appelle une volonté de vivre totalement aveugle. L'esprit n'est pas le grand patron majestueux qu'on imagine. En réalité, il ressemble plutôt à un comptable épuisé, sans cesse en train de régler des dettes physiologiques juste pour avoir le droit d'exister. C'est d'ailleurs ce qui illustre brillamment le profond malaise formulé plus tard par Jean-Paul Sartre. Sartre expliquait que notre propre forme physique est une véritable opacité. Pensez-y, il est techniquement impossible de voir son propre visage sans l'artifice d'un miroir ou le regard de quelqu'un d'autre. Cette partie de nous-mêmes reste, au fond, une intrusion étrangère, une sorte de créance perpétuelle qu'il faut accommoder sans arrêt pour pouvoir espérer penser sereinement. Deuxième partie, le diplomate et le juge. Alors si notre corps est cette force brute indomptable, comment fait-on pour négocier avec lui au quotidien? C'est là qu'intervient une découverte absolument phénoménale du neuroscientifique Antonio Damasio, les marqueurs somatiques. Damasio a prouvé que notre cerveau ne fonctionne pas malgré notre corps, il pense avec lui. Avant même qu'on ne prenne consciemment une décision, notre corps a déjà envoyé un signal. Ce peut être une micro-contraction de l'estomac ou une infime accélération cardiaque. Et c'est ça qui va guider et colorer nos choix prétendument logiques. Autrement dit, la rationalité pure et froide, ça n'existe pas. Et c'est fou quand on regarde comment tout ça a évolué. Les recherches de Paul Rosine retracent cette histoire fascinante. Au tout début, le dégoût c'était juste un réflexe biologique ultra basique pour recracher un poison et éviter de mourir. Mais avec des millions d'années d'évolution, ce mécanisme viscéral s'est sophistiqué. Il est devenu un juge interne secret qui dicte carrément notre indignation morale. Quand on dit qu'une injustice est écœurante, ce n'est pas une simple métaphore poétique. Ce sont littéralement les mêmes circuits neuronaux de la survie physique qui s'activent pour juger un comportement. Troisième partie, la conscience et le piège du langage. Du coup, on peut légitimement se demander d'où vient cette sensation persistante d'être une petite voix séparée, coincée à l'intérieur d'une machine biologique. Il faut se tourner vers l'illusion du soi. Le philosophe Thomas Metzinger propose une idée assez radicale. Le fameux moi ne serait en fait qu'un avatar, un modèle interne totalement transparent que notre cerveau a construit de toutes pièces. Les neurosciences nous disent que la conscience est fondamentalement une dissociation. Pour pouvoir s'observer soi-même, il faut se diviser en deux. C'est un peu comme si le cerveau avait installé sa propre caméra de sécurité, braquée en permanence sur ses processus internes. Et la psychiatrie le confirme très bien, notamment à travers les épisodes de dépersonnalisation. Ces états modifiés, où l'on se sent détaché de son corps, prouvent que cette séparation n'est pas qu'une théorie philosophique abstraite. Ça révèle la structure même de notre esprit. Pour résumer simplement, nous habitons notre forme physique exactement comme on habite une maison. On y passe 100% de notre temps, mais nous ne sommes en aucun cas les murs qui nous entourent. Mais alors, comment on gère cette drôle de colocation? Eh bien, avec le langage. On a souvent tendance à voir le langage comme quelque chose de purement intellectuel, mais en fait c'est profondément physique. Pensez-y, l'avenir, on dit toujours qu'il est devant nous. Comprendre un concept abstrait, c'est le saisir. L'anthropologue Michael Tomasello rappelle que ces métaphores sont nées d'une nécessité absolue. Le langage, c'est une sorte de prothèse verbale imparfaite qu'on a inventée pour synchroniser nos maladroites coquilles biologiques, pour chasser, pour survivre et pour interagir avec le monde matériel. Quatrième partie, la dictature des données modernes. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment où cette tension ancestrale atteint un point de rupture assez inquiétant. Vous avez probablement déjà vu ce genre de score de qualité de sommeil de 75% sur votre poignet le matin. Eh bien, c'est la parfaite illustration du sombre avertissement que lançait Michel Foucault sur la discipline des corps. Notre technologie finit par nous aliéner de nos propres sensations. L'écran de la montre remplace le ressenti instinctif. On devient les spectateurs passifs de nos propres statistiques, enfermés dans une cage dorée de données quantifiées, où l'on se doit d'être des esprits ultra performants pilotant une machine optimisée.
Heureusement, la biologie finit toujours par riposter. L'explosion phénoménale qu'on voit aujourd'hui autour du yoga, de la méditation ou des thérapies somatiques, ce n'est pas du tout une mode passagère. Ce sont des véritables actes de résistance. C'est une tentative, parfois désespérée mais ô combien vitale, de réhabiter notre propre chair de l'intérieur. L'objectif ? Court-circuiter l'écran, oublier la donnée chiffrée et redécouvrir le ressenti pur. 5e et dernière partie, l'harmonie par le flow. Même si les défis technologiques menacent de rendre la frontière entre biologie et numérique encore plus floue, il existe des moments de trêve, des moments de grâce absolue. C'est ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle l'état de flow, le flux. Que ce soit pendant un sport extrême, en jouant de la musique ou même au milieu d'une création artistique, notre absorption devient tellement totale que la séparation entre l'esprit et le mouvement s'évapore complètement. La véritable harmonie n'est pas dans la domination de l'un sur l'autre, mais dans ce moment parfait où les deux cessent de se battre pour le contrôle. On devient tout simplement le mouvement. Alors, comment avancer avec tout ça ? L'enjeu, c'est d'embrasser l'humilité de notre condition de simple locataire, de devenir les diplomates de notre propre forme physique. Plutôt que de chercher à faire taire notre corps, il faut apprendre à interpréter son dialogue continu. Je vous laisse sur cette réflexion. Demain matin, quand vous croiserez ce fameux inconnu dans le miroir, écouterez-vous vraiment ce qu'il essaie de vous dire ou attendrez-vous qu'un écran vous dicte quoi ressentir ?